Diane Morris les entendit avant de les voir. 97 motos Harley-Davidson roulaient en formation sur Maple Street, se dirigeant droit vers sa petite boulangerie. Toute la ville de Millbrook se figea. Les Hells Angels ne se montraient pas dans la campagne de Pennsylvanie. Pas comme ça. Pas à 97. Les mains de Diane tremblaient tandis qu'elle fermait la caisse. 21 ans auparavant, elle avait nourri un adolescent affamé avec un œil au beurre noir et une veste volée. Elle lui avait donné du pain sans poser de questions et lui avait dit qu'il comptait pour elle. Puis il avait disparu. Aujourd'hui, le chef d'équipe avait retiré son casque. Lorsque Diane a vu son visage, toutes les années qui s'étaient écoulées depuis ce jour ont disparu. Ce qu'elle avait fait pour un garçon brisé était sur le point de tout changer. Si vous aimez les histoires qui vous rappellent que la gentillesse ne meurt jamais, prenez un moment pour cliquer sur «J'aime» et dites-nous d'où vous nous regardez. Si vous pensez que ces histoires méritent d'être entendues, abonnez-vous et partagez-les avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Cela signifie beaucoup pour nous. Bienvenue dans Heart of Bikers. Commençons. Le grondement a commencé doucement, comme un tonnerre lointain roulant à travers les collines de Pennsylvanie. Puis, il est devenu plus fort et plus proche, un bruit qui n'avait pas sa place à Millbrook un mardi matin. Diane Morris était en train de réapprovisionner le présentoir de brioche à la quenelle lorsque Mme Patterson a fait irruption dans la boulangerie, les yeux écarquillés et le visage pâle. « Diane, tu dois voir ça! » La boulangère de 64 ans s'essuya les mains sur son tablier et suivit sa cliente jusqu'à la fenêtre. Ce qu'elle vit la fit frissonner. Des motos. Des dizaines de motos. Non, pas des dizaines. Elle en compta 3 rangées, chacune s'étendant sur toute la longueur de Main Street. 97 Harley-Davidson roulaient vers sa boulangerie en formation parfaite. Leur chrome brillait sous le soleil matinal. Les moteurs vêtus de cuir étaient assis bien droits sur leurs selles. Tous portaient le même écusson dans le dos. La tête de mort des Hells Angels, un crâne grimaçant aux ailes déployées. Ce genre de choses n'arrivait pas dans des villes comme Millbrook. Avec ses 2400 habitants, son seul feu tricolore et ses églises libres, c'était un endroit où tout le monde se connaissait, et la plus grande nouvelle était généralement de savoir qui avait remporté le concours de tartes à la foire du comté. Les motos s'arrêtèrent devant la boulangerie de Diane. Les moteurs s'éteignirent un à un, et le silence soudain semblait plus pesant que le bruit. Les mains de Diane trouvèrent le bord du comptoir et s'y agrippèrent. Sa caisse était ouverte. Elle était en train de compter les recettes de la veille. À travers la fenêtre, elle regarda le moteur de tête descendre de sa moto. Il était grand, peut-être 1,8, avec un visage buriné et un âge qui le plaçait au début de la quarantaine. Une cicatrice lui barrait le visage de la tempe gauche jusqu'à la mâchoire. Il était vêtu de cuir noir de la tête aux pieds. Son gilet était couvert de patchs qu'elle ne comprenait pas. Lorsqu'il retira son casque, ses cheveux noirs tombèrent sur ses épaules. Il regarda directement la boulangerie, et elle, puis se dirigea vers la porte. Derrière lui, 96 autres hommes firent de même. L'esprit de Diane s'emballa. Qu'avait-elle fait? Qui avait-elle offensé? Elle vivait dans cette ville depuis 43 ans, tenait cette boulangerie depuis 25 ans, payait ses impôts, allait à l'église et aidait ses voisins. Elle n'était pas le genre de personne à attirer ce genre d'attention. Mais alors, quelque chose a clignoté au fond de sa mémoire. Un autre hiver, il y a 21 ans, il y avait un garçon avec un œil au beurre noir et le ventre vide. Il portait une veste volée qui ressemblait à celle que portaient ses hommes. Elle lui avait donné du pain. Elle lui avait donné un abri. Elle lui avait dit quelque chose dont elle ne se souvenait plus très bien, quelque chose qui l'avait fait pleurer. Puis il avait disparu sans laisser de traces, et elle y avait passé des années à se demander s'il avait survécu. Le premier motard a tendu la main vers la poignée de la porte. Le cœur de Diane battait à toute rompre. Toutes les clientes de la boulangerie se sont tues. Madame Patterson a attrapé son sac à main comme si elle se préparait à s'enfuir. Le vieux Monsieur Henderson, qui lisait son journal dans le coin depuis 30 ans tous les mardis matins, l'a lentement plié et posé sur la table. La porte s'est ouverte, un homme entra. De près, il semblait plus grand, plus large, mais son regard n'était pas dur. Il la scrutait comme s'il essayait de résoudre une énigme. Si vous vous êtes déjà demandé si les petits gestes de gentillesse avaient vraiment de l'importance, alors restez avec moi. Car ce que Diane a fait en 2003 est sur le point de boucler la boucle d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'homme retira ses lunettes de soleil.
Sa voix était grave et rauque, mais pas désagréable. Diane Morris? Elle acquiesça. Sa gorge était nouée. Aucun mot ne sortait. Il regarda autour de lui, observant lentement chaque détail. Les brioches à la cannelle refroidissaient sur des grilles. Les photos défraîchies sur le mur de l'inauguration, avec son défunt mari, Tom, debout fièrement devant la vitrine. Le menu écrit à la craie sur le tableau noir de sa main soignée. Il remarqua les rideaux à carreaux rouges et blancs qu'elle avait cousus elle-même. L'odeur de levure, de sucre et de café qui caractérisait cet endroit depuis un quart de siècle. Vous vous souvenez avoir nourri un enfant en 2003? Son regard revint sur son visage. 17 ans battu à mort. Nulle part où aller. La main de Diane se posa sur sa poitrine. Le souvenir flou devint plus net et plus clair. Le garçon, la vague de froid en janvier, les coups frappés à la porte avant le lever du soleil. Tu lui as donné du pain, l'homme continua. Sa voix s'adoucit. Tu lui as donné un endroit où dormir. Tu lui as dit quelque chose qu'il n'a jamais oublié. Derrière lui, d'autres hommes entrèrent dans la boulangerie. Ils se déplaçaient silencieusement et respectueusement, mais ils remplirent le petit espace jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de place pour respirer. Ils portaient du cuir et du denim et ils sentaient la poussière de la route. Leurs bras, leurs cous et leurs mains étaient couverts de tatouages et leurs écussons indiquaient des chapitres de ville où elles n'étaient jamais allées. Leurs visages avaient connu une vie difficile, des années difficiles et des choix difficiles. Pourtant, aucun d'entre eux ne semblait menaçant. Ils ressemblaient à des hommes attendant quelque chose d'important. Les mains de Diane tremblaient maintenant. Elle les appuya à plat contre le comptoir pour arrêter les tremblements. « Je me souviens », murmura-t-elle. Le visage de l'homme changea. Quelque chose dans son expression se fissura. « Tant mieux, dit-il, parce que ce gamin ne t'a jamais oublié non plus. » Les autres clients étaient figés. Madame Patterson avait sorti son téléphone, probablement pour envoyer des SMS à la moitié de la ville. Monsieur Henderson la regardait, la bouche légèrement ouverte. Une jeune mère avec 2 enfants les serra contre elle. Protectrice. Elle observait ces hommes étranges envahir leur matinée tranquille, mais l'homme n'avait Dieu que pour Diane. Ce qu'il avait dit à ce garçon était devenu le fondement de tout ce qu'il avait construit. Il fit une pause et jeta un coup d'œil aux hommes derrière lui. Puis, il se tourna vers elle. « Mais avant de t'expliquer pourquoi nous sommes ici, je dois te ramener en arrière. Revenir à cet hiver-là, car tu dois comprendre ce que tu as fait et pourquoi cela a tout changé. » 21 ans plus tôt, Diane Morris était une femme différente. Elle était plus jeune, bien sûr, 43 ans au lieu de 64. Mais plus que cela, elle avait été vidée par le chagrin et mise à vif par la perte. Elle se maintenait à peine à flot grâce à ses routines, ses responsabilités et son refus obstiné d'abandonner le rêve de son mari décédé. Tom Morris est mort en novembre 2000. Il est mort dans un accident de chantier lorsque l'échafaudage s'est effondré sur un chantier à Harrisburg. Il avait 45 ans. Ils étaient mariés depuis 22 ans. Les médecins ont déclaré qu'il était mort sur le coup. Le fait qu'il n'ait pas souffert n'a pas arrangé les choses. La boulangerie était son idée. Tom avait travaillé dans le bâtiment toute sa vie d'adulte, mais il avait toujours parlé d'ouvrir une entreprise, quelque chose qu'ils pourraient gérer ensemble et léguer à leur fille, Jenny, quand ils ne seraient plus là. En 1948, ils ont acheté la boulangerie en difficulté de Main Street, ont investi toutes leurs économies dans des travaux de rénovation et ont ouvert la boulangerie Diane's Bakery au printemps suivant. Tom a fait tout le travail de menuiserie lui-même. Il a construit les vitrines, les étagères et le comptoir. Il a installé le four industriel et peint les murs. Ses empreintes étaient partout dans ce bâtiment. Après son décès, Danny a envisagé de vendre la boulangerie. Mais quel était l'intérêt de diriger une boulangerie seule? Jenny était en 2e année à Penn State et étudiait pour devenir enseignante. Ses frais de scolarité n'allaient pas se payer tout seuls. L'hypothèque sur la boulangerie n'allait pas se payer toute seule non plus. Même avec l'assurance, les frais médicaux liés à l'accident de Tom n'allaient pas se payer tout seuls. Alors, Diane se levait tous les matins à 4 heures, pétrissait la pâte et cuisait le pain. Elle cuisait le pain. Elle préparait des brioches à la cannelle selon la recette de la mère de Tom. Elle ouvrait à 6 heures du matin et fermait à 18 heures, faisant semblant que tout allait bien. Mais les habitants de la ville savaient bien que ce n'était pas le cas. Les petites villes savent toujours tout. Ils voyaient les cernes sous ses yeux.
Il voyait à quel point elle avait maigri. Il la voyait assise seule dans la boulangerie vide après la fermeture, le regard perdu dans le vide. Mais que pouvait-elle faire? Ils achetaient leur pain là-bas. Ils lui ont présenté leurs condoléances. Ils lui ont dit que si elle avait besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, elle n'avait qu'à demander. Puis ils sont rentrés chez eux, auprès de leur famille intacte, de leur mari vivant et de leur vie simple et sans chagrin. En janvier 2003, cela faisait 14 mois que Diane tenait seule la boulangerie. Elle avait trouvé son rythme. Elle se réveillait à 4 heures du matin, prenait sa douche, se rendait à la boulangerie dans l'obscurité, ouvrait la porte, allumait les fours, préparait la première fournée de pain, puis les brioches à la cannelle et enfin les pâtisseries. Le café était prêt à 5h30. Les lumières étaient allumées et la porte ouverte à 6h pile. Elle pouvait désormais tout faire les yeux fermés. Parfois, elle se demandait si elle dormait. Si toute cette vie n'était qu'un rêve, elle se réveillerait et trouverait Tom vivant. L'accident ne serait qu'un cauchemar et tout serait revenu à la normale. L'hiver fut rude cette année-là. C'était le genre de froid de Pennsylvanie qui s'infiltre dans vos os et ne vous lâche plus. Les températures sont restées en dessous de 12 degrés pendant 2 semaines d'affilée. Le système de chauffage de la boulangerie avait du mal à suivre. Diane s'habillait en plusieurs couches, des sous-vêtements thermiques sous son jean et 2 poules sous son tablier. Elle laissait les fours allumés en permanence juste pour avoir de la chaleur. Derrière la caisse, elle avait collé une photo de Tom, le jeune Tom. Tom à 20 ans, avant les cheveux gris, les problèmes de genoux et l'hypertension. Il souriait sur cette photo. Il souriait vraiment. Le genre de sourire qui vous donnait envie de lui rendre son sourire. Parfois, tard le soir, lorsqu'elle faisait sa caisse, elle parlait à cette photo. Elle lui racontait sa journée, les clients, les appels téléphoniques de Jenny depuis l'université, à quel point elle était fatiguée et se sentait seule, et comment certains jours, elle ne savait plus vraiment pourquoi elle faisait tout cela. La boulangerie ne répondait pas. Tom ne répondait pas, mais cela l'aidait quand même. Dire les mots à voix haute et faire comme si quelqu'un l'écoutait l'aidait. Elle avait perdu tout ce qui comptait. Son mari, son partenaire, son meilleur ami, l'avenir qu'ils avaient planifié ensemble, la retraite pour laquelle ils avaient économisé, les petits-enfants qu'ils espéraient gâter un jour. Tout avait disparu en un après-midi de novembre lorsqu'un inspecteur de sécurité avait manqué un boulon défectueux et que l'échafaudage s'était effondré. Alors, lorsque le garçon était entré par cette froide matinée de janvier, quand elle a vu quelque chose dans ses yeux et reconnu quelqu'un qui avait été terrassé et ne savait pas comment se relever, elle a pris une décision. Peut-être était-ce parce qu'elle n'avait pas pu sauver Tom. Peut-être était-ce parce qu'elle avait besoin de sauver quelqu'un, n'importe qui, pour prouver que l'amour était encore possible. Ou peut-être était-ce parce que Tom lui avait toujours dit « nourris d'abord, pose les questions après ». Quelle qu'en soit la raison, Diane Morris a ouvert cette porte. Et tout a changé. Les coups vont commencer à 5h30 du matin et Diane était plongée jusqu'au coude dans la pâte, en train de pétrir la deuxième fournée de pain lorsqu'elle les a entendus. Ils étaient chauds, insistants et inhabituels. La boulangerie n'ouvrait que dans 30 minutes. Personne ne venait aussitôt. Elle essuya ses mains couvertes de farine sur son tablier, se dirigea vers l'entrée et regarda à travers la porte vitrée. Un garçon se tenait dehors. Il semblait être un adolescent, peut-être 17 ou 18 ans. Difficile à dire avec son visage défiguré. Son œil gauche était presque fermé, et des marques violettes et noires s'étendaient sur sa pommette. Sa lèvre était fendue, et il y avait du sang séché au coin de sa bouche. Il portait une veste 2 tailles trop grande. C'était une veste en cuir noir avec des écussons qu'elle reconnut. Celui des Hells Angels Prospect était dans le dos, celui de la Pennsylvanie était en bas, et celui avec la tête de mort était au centre. Mais ce sont ses yeux, le droit était encore visible, qui l'ont arrêté. Ils n'étaient ni en colère ni criminels. Ils étaient simplement épuisés. Le genre de fatigue qui vient de courir trop longtemps sans savoir où aller. Il ne portait pas de gants. Ses mains, appuyées contre la vitre, étaient rouges à cause du froid. Ses jointures étaient meurtries et couvertes de croûte. Il ne portait pas de chapeau. Ses cheveux noirs et hirsutes étaient saupoudrés de givre. La température extérieure était de 12 degrés. Ce gamin se tenait devant la porte de d'Étienne à 5h30 du matin, avec l'air de quelqu'un qui avait servi de punching ball.
La première idée de Diane fut d'appeler la police. La deuxième fut de penser à Tom. Tom Morris avait eu une enfance difficile. Il avait été placé en famille d'accueil et dans des foyers collectifs, et il avait passé du temps en détention pour mineurs pour avoir volé une voiture à l'âge de 16 ans. Il avait changé de vie, mais il n'avait jamais oublié d'où il venait. Il n'avait jamais oublié ce que l'on ressentait quand on était jeune, effrayé et convaincu que le monde entier vous avait abandonné. Nourrissez-le d'abord, disait-il. Posez les questions plus tard, on ne sait jamais quelle vie on sauve. Elle a déverrouillé la porte. Le garçon a tressailli comme s'il s'attendait à ce qu'elle lui crie dessus, lui dise de dégager ou le menace. Au lieu de cela, elle lui a dit « Entre avant de mourir de froid ». Il a hésité et a regardé derrière lui. « N'y parle pas ici, diamant. Oh, y. » Comme pour vérifier que personne ne le regardait. Puis il est entré dans la chaleur de la boulangerie. De près, il était en plus mauvais état qu'elle ne l'avait pensé. La veste était manifestement volée. Elle pendait sur son corps maigre, les manches dépassant le bout de ses doigts. Son jean était déchiré aux deux genoux. Ses baskets étaient trouées et il n'avait pas de chaussettes. Il tremblait. Tout son corps tremblait. Probablement l'hypothermie. « Je ne suis pas là pour vous voler, dit-il. Sa voix était rauque. « J'ai juste faim. Je peux travailler. Je peux faire la vaisselle, passer la serpillière, tout ce que vous voulez. Je suis habile de mes mains. Je peux réparer des choses. » Diane remarqua à nouveau mes mains. Elle remarqua les jointures meurtries, la peau gercée et la façon dont elles tremblaient. « Asseyez-vous, dit-elle en lui montrant la banquette du coin. « Asseyez-vous avant de vous effondrer. » Il obéit, se déplaçant comme si chaque muscle lui faisait mal. Il se glissa dans la banquette et s'enveloppa dans ses bras, toujours tremblant. Diane se rendit dans la cuisine. Sans réfléchir ni peser le pour et le contre, elle prépara des œufs brouillés avec du beurre, du sel et du poivre. 6 tranches de bacon croustillantes, comme Jenny les aimait. Des toasts de pain complet, tout juste sortis du four. Une tasse de chocolat chaud avec des guimauves supplémentaires et un roulé à la cannelle, encore chaud, avec du glaçage qui coulait sur les côtés. Elle apporta le tout à la banquette sur le plateau préféré de Tom, le bleu avec le bord blanc. Elle le posa devant le garçon. « Mange, dit-elle. » Il fixa la nourriture comme s'il ne croyait pas que c'était réel. Puis, il prit la fourchette et mangea rapidement et désespérément, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Diane s'est détournée pour lui laisser un peu d'intimité et être retournée à sa pâte à pain. Cependant, elle l'observait dans le reflet de la vitrine. Il a mangé chaque bouchée, a léché le glaçage sur ses doigts et a bu tout le chocolat chaud. Quand il a eu fini, il est resté assis là, à regarder son assiette vide. Puis, ses épaules ont commencé à trembler. Pas à cause du froid cette fois-ci. Il pleurait en silence, les larmes coulant sur son visage meurtri. « Merci, a-t-il murmuré. « Merci. » Diane lui apporta un verre d'eau et s'assit en face de lui. « Comment vous appelez-vous? » Il s'essuya le visage avec le dos de la main. « Jake. » Elle ne le crut pas, mais elle n'insista pas. « D'où venez-vous? » Il haussa les épaules. Son regard fut à nouveau attiré par la veste. Un écusson des Hells Angels. Il avait dû le voler, ou bien il avait essayé de rejoindre le gang et avait échoué. Dans tous les cas, quelqu'un l'avait roué de coups. « Tu as de la famille? » Il secoua la tête. Il avait dépassé l'âge limite pour rester en famille d'accueil 4 mois auparavant. « Je me débrouille seul depuis. » Diane connaissait cette histoire. Tom l'avait vécu. Le système te jette dehors à 18 ans sans rien, sans soutien, sans filet de sécurité, sans projet. Juste bonne chance. Et ne laissez pas la porte vous frapper en sortant. Certains enfants ont réussi. La plupart ont échoué. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas mangé? » demanda-t-elle. Jake regarda ses mains. « 3 jours, peut-être 4. 3 jours. Cet enfant était affamé depuis 3 jours. Diane prit une décision. C'était peut-être stupide. Peut-être était-elle dangereuse. Peut-être allait-elle se retourner contre elle. Mais la voix de Tom résonnait dans sa tête. « Nourris-le d'abord. Tu poseras les questions après. »« J'ai un débarras à l'arrière, dit-elle. Il y a un radiateur et quelques cartons, mais je peux faire de la place. C'est sec et chaud. Tu peux y rester si tu travailles. Lave la vaisselle, nettoyer les sols, préparer les ingrédients. Je te paierai le salaire minimum et te donnerai 3 repas par jour. » Jake redressa brusquement la tête. « Pourquoi ferais-tu ça? »
Diane regarda la photo de Tom derrière la caisse. Parce qu'il fait froid, dit-elle. Parce que tu es le fils de quelqu'un. Parce que je peux, dit-elle. Les yeux de Jake se remplirent à nouveau de larmes. Je travaillerai dur, je te le promets. Je ne volerai pas, je ne causerai pas de problème. Je sais, dit Diane. Même si ce n'était pas vraiment le cas, elle choisissait simplement de croire en la boulangerie. 21. Des années plus tard, le moteur en chef leva les bras, ouvrit la fermeture éclair de son gilet en cuir et l'enleva. En dessous, il portait un T-shirt noir. Ses bras étaient couverts de tatouages. Des manches complexes des deux côtés avec des motifs complexes, des crânes, des flammes et des inscriptions qu'elle ne pouvait pas se lire à cette distance. Mais c'est sa poitrine qui coupa le souffle à Diane. Juste au-dessus de son cœur, visible à travers le tissu fin de son T-shirt, se trouvait un tatouage représentant un roulé à la cannelle, avec des volutes dorées et un glaçage blanc qui coulait. Il avait d'énormes ailes d'ange déployées, dessinées avec tant de détails qu'elle pouvait voir chaque plume. L'homme vit qu'elle le regardait fixement. Il sourit. Cela transforma son visage, le rendant plus jeune et plus vulnérable. « Tu m'as dit quelque chose en janvier, » dit-il doucement. La boulangerie était devenue complètement silencieuse. Même la cafetière avait cessé de gargouiller. « Tu as dit que tu comptais, petit, le monde t'a mis à terre. Mais cela ne signifie pas que tu ne comptes pas. Quelqu'un devrait te le dire. » Diane porta la main à sa bouche. Ces mots. Elle avait dit exactement ces mots. C'était tard dans la nuit lorsque le garçon Jake était prêt à abandonner. Il lui avait dit qu'il n'avait rien, qu'il n'était rien et qu'il ne serait jamais rien. Elle avait arrêté ce qu'elle faisait, l'avait regardé dans les yeux et lui avait dit qu'il comptait. Jake. Sa voix se brisa. Le sourire de l'homme s'élargit. Mon vrai nom est Marcus Cole. Mais oui, j'étais Jake quand je suis entré dans ta boulangerie il y a 21 ans. Quand tu m'as nourri, quand tu m'as laissé dormir dans ton... Tu m'as payé pour un travail que j'ai à peine fait. Tu m'as parlé comme si j'étais un être humain et non pas une ordure. Il fit un pas vers elle. Quand tu m'as sauvé la vie, Diane ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait plus penser. Cet homme grand, couvert de cicatrices et de tatouages, était le même garçon maigre de 17 ans dont elle s'était inquiétée pendant 2 décennies. Celui qui avait laissé un mot et avait disparu. Celui pour qui elle avait prié. Celui dont elle espérait qu'il avait trouvé sa voie. « Tu es vivant, murmura-t-elle. Tu es vivant, Marcus acquiesça. Grâce à toi. » Les autres moteurs observaient. 96 hommes se pressaient dans sa petite boulangerie, témoins de ce moment. Certains avaient les larmes aux yeux. Des hommes d'or, des hommes fatigués de la route qui avaient vu, fait et survécu à beaucoup de crises. Et ils pleuraient. Si vous croyez au pouvoir des secondes chances, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Car l'histoire de Marcus est sur le point de vous montrer ce qui se passe quand quelqu'un trouve de la valeur chez une personne brisée. Les trolls ne comprendront pas cela. Mais vous, oui. Je te cherche depuis 3 ans. Marcus a dit, « Nous te cherchions tous et nous t'avons enfin trouvé parce que nous avons besoin de te remercier. Nous avions besoin de te montrer ce que tu as construit. Nous voulions que tu vois ce qui se passe quand une personne choisit la gentillesse. » Marcus désigna les hommes qui remplissaient la boulangerie. « Ce sont mes frères, les Hells Angels, la section de la côte Est. Nous sommes 97. » Diane les regarda d'un œil nouveau. Ils n'étaient pas menaçants. Ils étaient respectueux. Ils se tenaient dans sa boulangerie comme s'ils étaient à l'église. « Nous sommes venus ici à moto depuis 8 États différents. Pennsylvanie, New York, New Jersey, Maryland, Virginie, Ohio, Virginie occidentale et Massachusetts. Certains d'entre eux sont partis à 4 heures du matin hier et ont roulé toute la nuit parce que je leur ai parlé de vous et de ce que vous avez fait. La femme qui a nourri un aspirant affamé sans poser de questions. » L'esprit de Diane tournait à toute vitesse. 97 hommes avaient parcouru des centaines de kilomètres à vélo pour se rendre à sa boulangerie. Pour elle, à cause d'un enfant qu'elle avait aidé il y a 20 ans. « Je ne comprends pas, » a-t-elle dit. « Pourquoi? » Marcus a levé les yeux au ciel. Son expression est devenue sérieuse. « Cet hiver-là, en 2003, je fuyais un mauvais club. C'étaient des wannabes, pas de vrais Hells Angels. Ils recrutaient des enfants placés en famille d'accueil. Ils nous promettaient une famille et un sentiment d'appartenance, mais ils nous utilisaient comme passeurs de drogue et nous battaient quand nous ne nous soumettions pas.
Quand j'ai essayé de partir, ils m'ont presque tué. J'ai volé une veste de moteur sur une corde à linge parce que c'était la seule chose chaude que j'avais trouvée. J'étais dans la rue depuis 4 mois. Il fit une pause. Il baissa les yeux. J'en ai fini, Diane. Ce matin-là, j'ai frappé à ta porte. J'en avais fini. J'avais décidé que ce jour serait mon dernier. J'allais m'enfoncer dans les bois à l'extérieur de la ville et ne jamais revenir. J'ai frappé à la porte de votre boulangerie parce que c'était le seul endroit où il y avait de la lumière. Je pensais pouvoir voler de la nourriture et prendre un dernier repas avant de mettre fin à mes jours. Ces mots frappèrent Diane comme un coup physique. Il avait prévu de se suicider. Ce garçon, cet enfant. Mais tu as ouvert la porte. Marcus a continué. Tu n'as pas appelé la police, tu ne m'as pas chassé, tu m'as nourri, tu m'as regardé comme si j'étais digne d'être nourri. Et cela a brisé quelque chose en moi. C'était quelque chose que j'avais refoulé après la mort de ma mère. Il s'est frotté le visage. La cicatrice sur sa tempe reflétait la lumière. Tu m'as laissé rester 2 semaines. Tu m'as payé. Tu m'as parlé. Vous m'avez parlé de votre mari, du deuil et du choix de continuer même quand tout fait mal. Vous m'avez donné la permission d'être brisé. Puis, vous m'avez donné la permission de guérir. Vous m'avez dit que j'avais de l'importance. Personne dans toute ma vie ne m'avait jamais dit cela et l'avait pensé sincèrement. La boulangerie était si calme, Diane pouvait entendre le tic-tac de l'horloge accrochée au mur. Quand je suis parti, Marcus m'a dit « J'ai gardé ta carte de visite. Je l'ai gardée dans mon portefeuille pendant 16 ans jusqu'à ce qu'elle se désagrège. Je me suis juré de te retrouver. Je reviendrai quand j'aurai accompli quelque chose qui vaille la peine d'être montré. Quand je serai devenu quelqu'un qui vaille la peine d'être connu. » Mais la vie a suivi son cours. J'ai arrêté de boire. J'ai cherché à obtenir une véritable charte. J'ai gagné mon insigne légitimement. J'ai monté une entreprise. J'ai construit une vie. Les années ont passé. Je comptais revenir. Je comptais te retrouver, mais j'avais peur. Peur? La voix de Diane était à peine audible. Marcus acquiesça. Peur que tu sois déçu. Peur de ne pas en avoir fait assez. Peur que tu ne te souviennes pas de moi. Mais l'année dernière, un de mes frères m'a demandé pourquoi j'avais créé la fondation. Pourquoi je me souciais autant des enfants perdus. Je lui ai parlé de toi. Il m'a dit, « Frère, tu dois retrouver cette fille. Tu dois lui montrer ce qu'elle a construit. » Les premiers jours, Jake parlait à peine. Il travaillait comme s'il avait peur d'être renvoyé. Il était debout avant Diane. Il balayait déjà quand elle a ouvert la porte à 4h30 du matin. Il lavait chaque assiette 2 fois. Il nettoyait les sols jusqu'à ce qu'ils brillent. Il a rangé le débarras avec une précision qui l'a surprise. Il mangeait tout ce qu'elle lui donnait. Il disait toujours merci, puis disparaissait dans l'arrière-boutique. Elle l'entendait bouger tard le soir, agité et incapable de se calmer. Le 3e jour, il a réparé le four. Diane avait l'intention d'appeler un réparateur depuis des semaines. Le thermomètre était défectueux, il affichait 20 degrés de trop et brûlait le dessous de son pain. Elle s'était adaptée et avait appris à compenser, mais Jake l'avait remarqué. Il n'a pas demandé la permission. Il a simplement retiré le panneau et a commencé à chercher la panne. 2 heures plus tard, le four fonctionnait parfaitement. « Comment as-tu appris à faire ça? » demanda Diane. Il haussa les épaules. « Dans des familles d'accueil. Tu répares les choses toi-même, sinon elles restent cassées? » J'ai appris la plomberie, l'électricité et la menuiserie. Tout ce qui me rendait utile. Utile, comme si sa valeur était déterminée par ce qu'il pouvait apporter. Diane reconnut cet état d'esprit. Tom avait été pareil. La première semaine s'est transformée en 2e semaine. Les ecchymoses sur le visage de Jake sont passés du violet noir au jaune vert. Il a commencé à manger davantage et à prendre du poids. Les tremblements constants ont cessé. Il dormait toute la nuit au lieu de se réveiller toutes les heures. Diane se surprenait à attendre avec impatience leur paisible compagnie. Avoir quelqu'un dans la boulangerie qui avait besoin d'elle lui donnait un but qui allait au-delà du simple fait de faire son travail. Un soir, alors qu'il faisait le ménage, elle lui a parlé de Tom, de l'accident de chantier, l'échafaudage mal inspecté, les funérailles auxquelles la moitié de la ville avait assisté parce que Tom Morris connaissait et était apprécié de tous, et le poids écrasant d'essayer de faire tourner la boulangerie seule. « C'était un homme bon, » dit-elle en essuyant le comptoir pour la 3e fois. « Il a eu une enfance difficile, comme toi.
Il a réussi sa vie. Il disait toujours que les gens n'étaient pas jetables. Il disait que tout le monde méritait une chance. Jake resta silencieux pendant un long moment. Puis ma mère est morte d'une overdose quand j'avais 9 ans. Je l'ai trouvée dans la salle de bain. J'ai appelé le 911, mais elle était déjà partie. Le cœur de Diane s'est brisé. 9 ans. Je suis désolé, a-t-elle dit. C'est trop jeune, c'est trop lourd à porter. Il a hoché la tête et a continué à faire la vaisselle. Après ça, j'ai été placé en famille d'accueil. 11 foyers différents en 8 ans. Certains étaient corrects. La plupart ne l'étaient pas. À 18 ans, j'ai atteint l'âge limite. Ils m'ont donné un sac poubelle rempli de vêtements et un ticket de bus et m'ont dit « Bonne chance ». C'est tout. Pas de famille, pas de soutien, pas de projet. Diane posa son chiffon. Et la veste? L'écusson des Hells Angels. Il serra les mâchoires. Rencontrer des types en dehors de Pittsburgh. Ils ont dit qu'ils étaient des Hells Angels. Ils ont dit qu'ils prendraient soin de moi. Ils m'ont donné une famille. Il s'est avéré qu'ils n'étaient que des wannabes. C'étaient des petits dealers qui utilisaient le nom. Ils voulaient des passeurs de drogue. J'ai dit non. Ils m'ont tabassé. Je me suis enfui. J'ai volé une veste dans une file d'attente parce que l'hiver approchait et que je n'avais pas de manteau. Il toucha la lèvre fendue. Elle était déjà en train de cicatriser. Ils m'ont rattrapé à Harrisburg. Ils m'ont fait ça. Ils m'ont dit que la prochaine fois, ils me tueraient. Alors j'ai continué à fuir. Cette conversation a tout changé. C'est arrivé le 13e jour. Jake était frustré et en colère contre lui-même. Il a fait tomber un plateau de pain en train de refroidir et a abîmé 6 mèches. C'était un accident, mais il était en pleine spirale négative. Je ne vaux rien, marmonna-t-il en nettoyant le désordre. Je ne sais rien faire correctement. Je ne sais pas garder un emploi. Je ne sais pas rester au même endroit. Je ne peux même pas porter un fichu plateau sans tout renverser. Diane a arrêté ce qu'elle faisait. Elle s'est approchée. Elle l'a obligée à la regarder. « Écoute-moi, le monde t'a mis à terre. Je comprends. La vie t'a joué un mauvais tour. Carte, ta mère est morte. Le placement en famille d'accueil t'a laissé tomber. Et les hommes qui auraient dû te protéger t'ont fait du mal. Mais cela n'efface pas ta valeur. Tu comptes, Marcus. » Il a cligné des yeux. « Je m'appelle Jake. » « Non, dit-elle doucement. Tu t'appelles Marcus. Il y a 3 jours, alors que tu étais à moitié endormi, tu m'as dit que tu t'appelais Marcus. Alors je t'appelle Marcus. Et je te dis que tu comptes. Tu comptes parce que tu es là. Parce que tu fais des efforts. Sous toute cette douleur, il y a un bon garçon qui mérite une chance. Des larmes lui montèrent aux yeux. Personne ne m'a jamais dit ça. La voix de Diane était ferme. Alors ils avaient un tort. Tous ceux qui t'ont fait croire que tu n'avais pas d'importance avaient tort. Elle s'assit en face de lui dans la cabine. C'était la même cabine où elle lui avait donné à manger le premier matin. « Tu penses que je t'ai gardé ici parce que j'avais besoin d'aide? »« Chérie, je dirige cette boulangerie seule depuis plus d'1 an. Je peux me débrouiller toute seule. Je t'ai gardé ici parce que j'avais besoin de quelqu'un à aider plus que j'avais besoin d'aide. Tu m'as donné un but alors que j'avais perdu le mien. Tu m'as donné une raison de me lever le matin, une raison qui allait au-delà de la routine. Alors ne me dis pas que tu ne vaux rien. Tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé. » Marcus s'est effondré et a sangloté comme l'enfant qu'il était encore. Diane ne l'a pas pris dans ses bras, car il n'était pas prêt pour cela. Mais elle s'est assise à côté de lui a tendu des serviettes et l'a laissé pleurer jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à verser. Quand il a finalement levé les yeux, rougi et gonflé, elle a repris la parole. « Demain, tu vas te réveiller et faire un choix. Tu peux soit rester brisé, soit commencer à reconstruire. Je ne peux pas faire ce choix à ta place. Mais si tu choisis de te reconstruire, je t'aiderai autant que possible. » Cette conversation de 17 minutes a donné à Marcus les bases sur lesquelles il a passé les 21 années suivantes à construire. 3 jours plus tard, il est parti. Diane a trouvé le mot glissé sous la caisse à 5 heures du matin. « Tu m'as sauvé la vie, je vais te rendre fier. Je te retrouverai quand j'aurai accompli quelque chose qui vaille la peine d'être montré. » Elle a conservé ce mot dans un tiroir pendant 2 décennies. Elle ne l'a jamais jeté. Elle n'a jamais cessé d'espérer qu'il allait bien. Le matin où Marcus est parti, Diane est arrivée à 4 heures du matin et a trouvé la réserve vide, propre et mieux rangée qu'avant. Le radiateur était débranché et poussé contre le mur. Les couvertures étaient pliées.
Ses quelques possessions avaient disparu. Pendant un instant, la panique l'a envahi. Était-il arrivé quelque chose? Les hommes qui l'avaient entendu l'avaient-ils retrouvé? Puis elle a vu l'enveloppe sur le comptoir, avec son nom écrit en lettres majuscules soignées. À l'intérieur se trouvaient la note et 200 $ en espèces, chaque centime qu'elle lui avait versé, plus les 20 $ supplémentaires qu'elle avait glissés dans son dernier chèque de paie. Il avait tout laissé. Les mains de Diane tremblaient tandis qu'elle lisait ces mots. « Vous m'avez sauvé la vie. Je vais vous rendre fier. Je vous retrouverai quand j'aurai accompli quelque chose qui vaille la peine de vous être montré. Merci de m'avoir reçu. Merci de m'avoir nourri. Merci de m'avoir dit que je comptais. Je n'oublierai jamais. » Marcus pleura-t-elle dans son café ce matin-là. Elle pleura en pétrissant la pâte. Elle pleura pendant que la première fournée de pain cuisait. Madame Patterson arriva à 6h30 et la trouva les yeux rougis et épuisés. « Ça va, ma chérie? » lui demanda la vieille Tim. Diane acquiesça et mentit. « Je suis juste fatiguée. » Elle voulait parler à quelqu'un de Marcus, le garçon qu'elle avait aidé, et de son espoir qu'il s'en sorte. Mais si elle se trompait, et s'il ne s'en sortait pas, et si le fait de raconter cette histoire portait malheur, elle garda donc le secret. Elle rangea son mot dans un tiroir. Elle garda sa carte de visite, celle sur laquelle elle avait écrit son numéro, dans la caisse en espérant qu'il appellerait. Il ne l'a jamais fait. Les jours se transformèrent en semaines. Les semaines se transformèrent en mois. Diane reprit sa routine. Elle cuisait du pain, servait les clients et maintenait le rêve de Tom en vie. Elle pensait souvent à Marcus, se demandant s'il avait trouvé du travail, s'il mangeait à sa faim et s'il était en sécurité. Bien qu'elle ne fût pas particulièrement croyante, elle priait pour lui et envoyait des vœux dans l'univers pour que celui qui l'écoutait veille sur lui. Jenny rentra de l'université pour les vacances de printemps et remarqua quelque chose de différent. « Tu sembles plus légère, maman, dit-elle. » Diane sourit. « Peut-être que je le suis. » Elle n'expliqua pas, ne pouvait pas expliquer. Mais Marcus lui avait donné quelque chose, un but et de l'espoir. Il lui avait rappelé que la gentillesse comptait et qu'elle comptait. La philosophie de Tom, nourrir d'abord, poser des questions ensuite, pouvait changer des vies. Elle n'avait simplement jamais imaginé combien de vies, ni que, 21 ans plus tard, Marcus amènerait 96 frères à sa porte pour le prouver. « Après mon départ, dit Marcus, debout au milieu de la boulangerie de Diane, je suis allé à Pittsburgh. J'ai trouvé un boulot dans une équipe de construction, au noir, payé en espèces, sans me poser de questions. J'étais habile de mes mains, comme je te l'avais dit. Charpente, électricité, plomberie. J'ai fait de la charpente, de l'électricité et de la plomberie. Je travaillais 12 heures par jour. Je dormais dans une chambre que je louais à la semaine. J'ai économisé chaque dollar. J'ai commencé à penser que je pouvais peut-être y arriver. Peut-être avais-tu raison. Peut-être que j'avais de l'importance. » Il sourit à se souvenir. Puis j'ai rencontré Dutch. L'un des motards, un homme plus âgé avec une barbe grise qui lui descendait jusqu'à la poitrine, leva la main. « C'est moi, dit-il. » Sa voix était étonnamment douce. Dutch Keller, charte de Pittsburgh. Marcus lui fit signe. Dutch travaillait sur le même chantier. C'était un vétéran du Vietnam. Il était membre des Hells Angels depuis 1973. Un jour, il m'a vu déjeuner seul, s'est assis et a engagé la conversation. Il a appris que j'avais 18 ans, que je vivais seul et que je n'avais personne. Il ne m'a pas interrogé ni jugé, il a simplement discuté. À la fin du chantier, il m'a donné sa carte et m'a dit « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Dutch a pris la parole. Le gamin dormait dans une chambre sans chauffage. C'était l'hiver à Pittsburgh. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Marcus a continué. 6 mois plus tard, j'ai accepté. J'ai appelé Dutch et lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui embauchait. Il m'a répondu « Mieux que ça, viens nous rendre visite. Les vrais Hells Angels, pas la racaille que tu as fui. » J'ai failli refuser, car le traumatisme causé par le club de Wannabe était encore frais. Mais Dutch m'a promis que ce serait différent. Une vraie fraternité, une vraie loyauté, une vraie famille. Il a fait une pause et a regardé Diane. Tout ce que tu m'as appris sur la valeur et le fait de mériter une chance. Je m'y suis accroché. Alors j'ai dit oui. J'ai été prospère pendant 2 ans, de 2003 à 2005. J'ai gagné mon écusson légitimement. J'ai prouvé que j'avais du caractère.
J'ai prouvé que j'avais du cœur. Je suis devenu membre à part entière à 20 ans. La fierté dans sa voix était indéniable. J'ai exercé des métiers légitimes. Mécanicien. Walder. Il a finalement ouvert son propre magasin de motos personnalisé en 2009. Je l'ai construit à partir de rien. Je l'ai appelé Second Chance Cycles. Diane eut la gorge serrée. Second Chance. Le magasin marchait bien. Marcus disait qu'il marchait très bien. Des motos haut de gamme personnalisées, des clients célèbres et des articles dans les magazines. Mais pendant tout ce temps, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que tu m'avais dit, que j'avais de l'importance. Qu'être brisé ne signifie pas être sans valeur. J'ai donc commencé à accueillir des enfants qui sortaient du système d'aide sociale à l'enfance, des enfants des rues, des enfants que tout le monde avait abandonnés. Je leur ai appris de la mécanique, je leur ai donné du travail et je les ai payés correctement. Je les ai traités comme des êtres humains. Un autre moteur s'est avancé. Il était plus jeune, peut-être la trentaine, et avait un regard bienveillant. Je m'appelle Tommy. Marcus m'a embauché il y a 8 ans. J'avais 25 ans et je sortais de prison. Personne ne voulait de moi. Il m'a donné une chance. Aujourd'hui, je dirige mon propre magasin à Baltimore. Grâce à lui, je suis candidat pour rejoindre le club. Marcus posa une main sur l'épaule de Tommy. Tommy n'était pas le premier et il ne sera pas le dernier. En plus de 15 ans, j'ai embauché peut-être 60 jeunes. Certains n'ont pas réussi, d'autres n'ont pas tenu le coup, mais certains sont devenus incroyables. Mécaniciens, soudeurs, propriétaires de magasins et même Hells Angels. Des mécaniciens, des soudeurs, des propriétaires de magasins et même des Hells Angels. Chacun d'entre eux a entendu la même chose que moi. Tu comptes. Il a baissé le col de son T-shirt, dévoilant davantage son tatouage en forme de brioche à la cannelle. Je l'ai fait en 2006, 3 ans après avoir quitté ta boulangerie. Le tatoueur m'a pris pour un fou. Une brioche à la cannelle avec des ailes d'ange. Mais je lui ai raconté l'histoire de la femme qui m'avait nourri. Comment elle préparait des brioches à la cannelle tous les matins. Je lui ai dit que c'était la première fois que je sentais que quelqu'un se souciait de ma vie ou de ma mort. Il me l'a fait gratuitement et m'a dit que c'était la plus belle chose qu'il ait jamais entendue. Diane pleurait maintenant. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Des larmes coulaient sur son visage et tombaient sur son tablier. « Je n'ai rien fait de spécial, murmura-t-elle. Marcus a secoué la tête. Vous avez tout fait. Vous avez vu de la valeur dans le néant. Vous avez donné de l'espoir à ceux qui n'en avaient plus. Vous avez sauvé une vie qui en a sauvé 60 autres. Ces 60 personnes en sauveront 600 autres. Ces 6 000 en sauveront 60 000. La gentillesse ne s'arrête pas là, Diane. Elle se multiplie. Commentaire. Les secondes chances sont importantes si vous croyez que les personnes brisées peuvent construire de belles choses. Car ce que Marcus a construit ensuite va vous épater. Il y a 10 ans, Marcus a poursuivi. J'ai commencé quelque chose de plus grand. Quelque chose qui vous aurait rendu fier. Quelque chose qui va changer votre vie aujourd'hui. Il a sorti son téléphone, a tapoté l'écran, a ouvert un site web et l'a tourné vers Diane. L'en-tête indiquait « Second Wind Foundation créé en 2014 ». En dessous, on pouvait voir des photos d'enfants apprenant à souder dans des salles de classe, dans des logements de transition, souriants et épanouis. C'est ce que j'ai construit, a déclaré Marcus. Avec l'aide de Dutch et des sections de la côte Est, nous avons créé une fondation qui aide les enfants qui sortent du système de placement familial. Nous fournissons un logement, une formation professionnelle, un mentorat et une thérapie. Tout ce que je n'ai pas eu et tout ce que vous avez essayé de me donner. Diane fixait là l'écran et les visages d'adolescents qui semblaient perdus, effrayés et pleins d'espoir. En 10 ans, nous avons aidé plus de 400 enfants, a poursuivi Marcus. 400 enfants qui ont atteint l'âge limite du système sans rien. Nous leur avons donné quelque chose, un endroit où atterrir, des gens qui se souciaient d'eux. Et tu sais quoi? Nous le disons à chacun d'entre eux. Nous leur disons ce que tu m'as dit, tu comptes. Le monde t'a peut-être mis à terre, mais cela ne signifie pas que tu ne comptes pas. Il fit défiler le site web, histoire de réussite. Une fille nommée Maya est maintenant infirmière. Un garçon nommé Dante est maintenant soudeur. Une personne non-binaire nommée River est aujourd'hui graphiste. Ce sont des visages, des noms et des avenirs qui ont failli ne jamais voir le jour. Chacun de ces enfants connaît votre histoire.
Marcus a déclaré, « À chaque nouvelle admission, je raconte votre histoire, celle de cette femme de Pennsylvanie qui a nourri un inconnu affamé sans poser de questions et qui a vu de la valeur dans le néant. Votre histoire est notre fondement, la raison pour laquelle nous faisons cela. » Diane était sans voix. Ses mains couvraient sa bouche. L'ampleur de la chose, l'effet boule de neige provoqué par le fait d'avoir nourri un garçon il y a 21 ans, était trop difficile à assimiler. Marcus a fait un geste vers les 96 hommes qui remplissaient la boulangerie. « Vous voulez savoir pourquoi nous sommes accrochés ici? » Sa voix s'est élevée, remplissant l'espace. « Parce que j'ai raconté votre histoire lors d'une réunion régionale l'année dernière. Je leur ai parlé de vous et de ce que vous avez fait. 72 de ces hommes ont levé la main. 72 ont dit qu'ils avaient vécu des histoires similaires. Quelqu'un les avait aidés alors qu'ils n'avaient rien. Un repas, un endroit où dormir ou un mot gentil. Quelqu'un les avait vus alors qu'ils étaient invisibles. » L'un après l'autre, les hommes ont commencé à parler. Leur voix était un rauque d'émotion, tandis qu'ils livraient de brefs témoignages. Une femme du Delaware m'a donné un travail quand je suis sorti de prison. Un homme à New York m'a laissé dormir dans son garage pendant 3 mois. Un enseignant du New Jersey a payé mon test GED et une serveuse du Maryland m'a donné à manger tous les jours pendant 1 semaine quand j'étais sans abri. Et ainsi de suite. Ce sont les histoires d'inconnus qui ont fait preuve de gentillesse envers des garçons brisés qui ont grandi pour devenir des Hells Angels, qui sont devenus des frères et qui sont devenus des hommes qui ont rendu l'appareil. « Nous te cherchons depuis 3 ans, a déclaré Marcus lorsque le dernier homme a fini de parler. Tu as déménagé, vendu ton ancienne maison, changé de numéro de téléphone et supprimé ton compte Facebook. Nous avons engagé un détective privé. Nous avons finalement réussi à te retrouver grâce au registre foncier. Nous avons découvert que tu étais toujours propriétaire de cette boulangerie. Nous avons donc organisé tout cela. Nous étions 97 à venir de 8 États différents. Pennsylvanie, New York, New Jersey, Maryland, Virginie, Ohio, Virginie occidentale et Massachusetts. Nous sommes partis à des moments différents. Nous nous sommes retrouvés à l'extérieur de la ville et sommes entrés ensemble car nous devions faire les choses correctement. C'était important. Diane a trouvé sa voie. Que voulez-vous dire par faire les choses correctement? L'expression de Marcus est devenue sérieuse et déterminée. 3 choses. Tout d'abord, je tiens à vous remercier au nom de tous les enfants que vous avez aidés, de tous les repas que vous avez fournis et de toutes les paroles aimables que vous avez prononcées. Merci. Vous avez changé ma vie. Vous avez changé 400 vies. Vous avez changé la vie de toutes les personnes présentes dans cette web. Nous sommes venus ici pour vous remercier en personne et vous montrer que la gentillesse a un effet boule de neige et que le choix d'une seule personne de reconnaître la valeur peut changer le monde. Il vous a ensuite présenté à la famille. Tous les hommes présents dans cette salle font partie de la Fondation Second Wind. Ce sont soit des mentors, soit des personnes qui ont suivi le programme. Nous voulions que vous les rencontriez, que vous voyiez ce que vous avez construit et que vous compreniez que vous n'êtes pas seulement une femme qui tenait une boulangerie. Vous êtes la raison pour laquelle 400 enfants ont un avenir. Les hommes ont acquiescé. Certains se sont essuyés les yeux. C'étaient des hommes durs, des hommes dangereux qui avaient mené une vie difficile, et ils pleuraient dans une boulangerie d'une petite ville de Pennsylvanie à cause d'une veuve qui avait nourri un enfant sans abri. Troisièmement, a dit Marcus en fouillant dans la poche de son gilet et en sortant une enveloppe épaisse. Je vais vous remettre quelque chose, a-t-il dit. Cela va changer votre vie. Vous le méritez absolument. Cela vous permettra de continuer à faire ce que vous faites le mieux. Voir la valeur chez les gens que tout le monde ignore. Il lui tendit l'enveloppe. Elle était lourde et avait l'air officiel. Les mains de Diane tremblaient lorsqu'elle la prit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Marcus sourit. C'était le même sourire vulnérable qu'il avait à 17 ans. « Ouvrez-la, dit-il, parce que ce qu'il y a à l'intérieur va te montrer ce que 400 enfants, 97 Hells Angels et un homme reconnaissant pensent que tu vaux. » Mais avant que Diane n'ait pu l'ouvrir, la porte de la boulangerie s'est ouverte à nouveau. Quelqu'un d'autre est entré. Quelqu'un que Diane ne s'attendait pas à voir. Quelqu'un qui a fait se retourner Marcus et sourire. « Tu tombes à pic, » a-t-il dit. Le cœur de Diane s'arrêta lorsqu'elle vit de qui il s'agissait. La jeune femme avait environ 25 ans. Elle avait le regard nerveux.
Elle tenait dans ses bras un bébé d'environ 6 mois vêtu d'une grenouillère rose. Elle regarda les 97 motards autour d'elle et se figea. Marcus lui fit signe d'avancer. C'est d'accord, Sarah, entre. Voici Diane. La femme, Sarah, fit un pas hésitant à l'intérieur. Le bébé gazouilla, mais tendit la main vers les brioches à la cannelle dans la vitrine. Sarah sourit malgré sa nervosité. Madame Morris? Sa voix était douce et incertaine. Je m'appelle Sarah, Sarah Friedman. Diane secoua la tête. Je suis désolé. Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Non, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais vous connaissiez mon frère. En 2008, il était sans domicile fixe et toxicomane et essayait de se désintoxiquer. Vous lui avez donné du pain de la veille chaque matin pendant 2 mois. Vous ne lui avez jamais rien demandé en échange. Vous lui tendiez simplement un sac par la porte arrière avant de l'ouvrir. Les souvenirs remontèrent lentement à la surface. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années, avec des traces de piqûres sur les bras et les yeux creux. Un matin, il a frappé à la porte arrière. Il lui a demandé si elle avait du pain rassis ou autre chose qu'elle allait jeter. Elle jetait le pain de la veille depuis des années. C'était contraire aux règles sanitaires, mais le pain était encore bon et comestible. Elle a donc commencé à le garder pour lui. Je m'en souviens, a dit Diane doucement. Cheveux blonds. Finn m'a dit qu'il s'appelait Chris. Sarah acquiesça, les larmes coulant sur ses joues. Christopher Friedman, mon frère aîné. Il est mort d'une overdose il y a des années. Il était clean depuis 18 mois. C'était la plus longue période de sa vie, mais il a rechuté. Cette fois-ci, cela l'a tué. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Une autre vie perdue. Une autre famille brisée. Je suis vraiment désolé, murmura Diane. Sarah secoua la tête. Ne soyez pas désolé. Pendant ces 18 mois, il était redevenu lui-même. Il avait trouvé un appartement et un travail. Il m'avait appelé. Nous avions discuté. Il m'avait parlé de vous, de la femme de la boulangerie qui le traitait comme une personne. Elle ne le jugeait pas et lui donnait à manger quand il mourait de faim. Elle a changé le bébé de hanche. Il m'a dit, « Tu lui as sauvé la vie. » Ces 2 mois pendant lesquels il a su que quelqu'un se souciait de lui ont donné la force d'essayer de se désintoxiquer. Il y est allé et s'est désintoxiqué. Même s'il n'est pas resté sobre pour toujours, il a eu 18 bons mois, 18 mois pendant lesquels il était redevenu mon frère. 18 mois pendant lesquels j'ai appris à le connaître. 18 mois durant lesquels il a pu être humain. C'est grâce à vous. Le cœur de Diane se serra. J'aurais aimé pouvoir faire plus. Sarah sourit à travers ses larmes. Tu en as fait assez. Plus qu'assez. C'est pour ça que je suis ici. Elle regarda Marcus. J'ai trouvé la fondation Second Wind sur les réseaux sociaux. Il y a 2 ans, j'étais enceinte, seule et terrifiée. Mon petit ami m'a quitté. Ma famille m'a rejeté à cause de la dépendance de Chris. Je n'avais plus rien. La fondation m'a aidé en me donnant un endroit où vivre, en m'aidant à obtenir mon GED et en me trouvant une formation professionnelle et une crèche. Aujourd'hui, je travaille comme assistante médicale. J'ai mon propre appartement. J'élève ma fille. Ma vie est stable et c'est grâce à la fondation créée par Marcus, la fondation que vous avez inspirée. Le bébé tendit les bras vers Diane. Sarah rit. Elle t'aime bien. Diane prit le bébé sans réfléchir. Elle le serra contre elle. Elle huma son odeur douce de bébé. L'enfant attrapa les cordons de son tablier et lui fit un sourire édenté. « Elle s'appelle Diane, dit Sarah doucement. Sarah, dit-elle doucement, je l'ai nommée en ton honneur, la femme qui a vu mon frère comme un être humain et lui a donné sa dignité alors qu'il n'en avait plus. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Mais je peux m'assurer qu'elle sache qui vous êtes, m'assurer qu'elle sache que la gentillesse compte. » Marcus laissa Diane tenir bébé Diane dans ses bras pendant un long moment. Laissez le poids de ce moment s'imprégner en vous. Puis, il prit délicatement l'enveloppe sur le comptoir où elle l'avait posée et la lui tendit à nouveau. « Sarah n'est pas la seule ici grâce à vous, dit-il. Il y a actuellement 17 personnes dans cette boulangerie qui ont été directement touchées par votre gentillesse. 17 personnes dont la vie a changé parce que vous avez choisi de les voir, de les nourrir et de leur dire qu'elles comptaient. » Il pressa l'enveloppe dans sa main libre. « Ouvrez-la. » Diane jonglait entre le bébé et l'enveloppe. Madame Patterson s'approcha, les bras tendus. « Tiens, chérie, laisse-moi la tenir pendant que tu regardes. »
Diane tendit son bébé à Madame Patterson et ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des états financiers et des photos d'un bâtiment. Elle eut le souffle coupé. Le premier document était un acte de propriété. Un immeuble commercial dans le centre-ville de Pittsburgh. 3 étages, une façade en briques, une belle architecture. En haut, en caractères gras, on pouvait lire propriétaire, Diane Morris. Elle leva les yeux, perplexe. Qu'est-ce que c'est? Marcus s'approcha. Nous avons acheté un immeuble. 72 sections des Hells Angels ont contribué financièrement. Des entreprises sponsors et des dons privés ont permis de réunir 3,2 millions de dollars. Nous avons acheté un immeuble à Pittsburgh et il était à toi. Diane sentit ses genoux fléchir. Monsieur Henderson se leva d'un bond et lui apporta une chaise. Elle s'assit lourdement. « Je ne comprends pas, dit-elle. » Marcus s'agenouilla à côté d'elle et la regarda dans les yeux. « Nous ouvrons le Diane Morris Seguin Center, qui fournira un logement aux enfants qui atteignent l'âge limite pour rester en famille d'accueil. Il proposera des formations professionnelles et des conseils, le tout au même endroit. Le rez-de-chaussée accueillera des formations professionnelles en mécanique, soudure et menuiserie. Le premier étage comprendra des logements de transition avec 12 lits et le deuxième étage abritera un centre de conseil et des bureaux administratifs. » Diane fixait les papiers sur lesquels figurait son nom. « Mais je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas comment gérer un tel établissement. » Marcus sourit. « Vous l'avez déjà fait ici. Pendant 25 ans, vous avez dirigé un lieu où des personnes brisées se sentaient en sécurité. Vous les avez nourries et elles se sont senties valorisées. C'est ça le programme. Tout le reste n'est que logistique. Vous avez sorti d'autres papiers. Nous avons embauché un directeur, des conseillers et des formateurs professionnels. Mais voilà le truc, Diane. Nous ne voulons pas seulement que vous en soyez propriétaire. Nous voulons que vous le dirigiez. Soyez au cœur de ce projet. Faites ce que vous faites le mieux. Rencontrez les gens, nourrissez-les. Dites-leur qu'ils comptent. » Diane ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait plus réfléchir. L'ampleur de ce qu'il lui demandait et lui offrait était écrasante. « Je ne peux pas, murmura-t-elle. Marcus lui serra la main. « Si tu peux. » Diane s'assit à l'une des tables de la boulangerie. Ses jambes ne la soutenaient plus. L'enveloppe était ouverte devant elle. Les papiers étaient étalés sur la surface comme la preuve de quelque chose d'impossible. 17 Hells Angels observaient et attendaient. Elle sentait le poids de leurs attentes peser sur ses épaules comme une chose physique. « Je ne peux pas, dit-elle. Sa voix était faible et tremblante. « Je ne peux pas faire ça. Je ne suis qu'une boulangère. Je ne sais pas comment gérer un programme comme celui-là. Je ne sais rien sur les logements de transition, la formation professionnelle ou le conseil. Je fais des brioches à la cannelle. C'est tout ce que je sais faire. » Marcus tira une chaise et s'assit en face d'elle, se rappelant comment elle s'était assise en face de lui 21 ans auparavant, alors qu'il s'effondrait dans cette même cabine. « Tu l'as déjà fait, dit-il doucement. Ici même, pendant 21 ans, tu participais à un programme. Tu ne l'appelais simplement pas ainsi. » Diane secoua la tête. « Je t'ai donné du pain et un endroit où dormir. Ce n'est pas diriger un programme. » Marcus se pencha en avant. « Vous m'avez vu, c'est ça le programme. Tout le reste n'est que logistique. Les bâtiments, les budgets, le personnel. Ce ne sont que des détails. Ce sont des détails. L'essentiel, c'est de voir et d'apprécier les gens et de leur dire qu'ils comptent. Vous savez déjà comment faire ça. » Dutch, le vétéran à la barbe grise, s'avança. Sa voix était douce mais ferme. « Madame, vous avez appris à cet homme à voir la valeur des choses brisées. Il nous l'a enseigné. Nous l'enseignons aux enfants. C'est ça, le programme. Ça a toujours été ça. C'est une personne qui voit une autre personne et décide qu'elle vaut la peine qu'on s'y intéresse. » Un autre moteur prit la parole. Jesse était un capitaine de route aux yeux bienveillants et à la gorge balafrée. « Je suis actuellement le mentor de 6 enfants par le biais de la Fondation. J'ai appris tout ce que je sais de Marcus. Il l'a appris de vous. Je dis à ces enfants la même chose que vous lui avez dite. Vous comptez. Et vous savez quoi? 3 d'entre eux s'épanouissent aujourd'hui. L'un est à l'université, l'autre travaille dans le bâtiment. Le 3e est sur le point de devenir membre de mon chapitre. » Tommy, le jeune moteur qui avait pris la parole plus tôt, s'est approché. « Madame Morris, j'étais l'un de ses enfants. Il y a 2 ans, j'ai quitté le foyer d'accueil avec 300 $ et un sac poubelle rempli de vêtements.
La fondation m'a accueilli, Marcus m'a appris à souder, m'a donné un travail et m'a traité comme si j'avais de la valeur. Aujourd'hui, je dirige mon propre magasin à Baltimore. Je suis Patchton, j'ai des frères, j'ai une vie. C'est parce que Marcus m'a vu comme vous l'avez vu. C'est vous qui avez commencé. Vous ne le saviez simplement pas. L'un après l'autre, d'autres hommes ont raconté de brèves histoires. C'étaient des fragments de vie changés par des inconnus qui avaient fait preuve de gentillesse. Il y avait une femme dans le Delaware, un homme à New York, un enseignant, une serveuse et un mécanicien. Des gens qui ont vu de la valeur dans rien et qui ont tout changé. Diane les a tous écoutés. Elle a entendu le schéma, le fil conducteur qui reliait chaque histoire. Quelqu'un s'est soucié d'eux alors que personne d'autre ne le faisait. Quelqu'un les a vus alors qu'ils étaient invisibles. Quelqu'un a fait preuve de gentillesse alors qu'il aurait été plus facile de détourner le regard. Mais la peur était toujours là, serrée dans sa poitrine. « Et si j'échoue ?» demanda-t-elle. Sa voix se brisa. « Et si je ne peux pas faire ce que tu penses que je peux faire? Et si je déçois ces enfants? Et si je ne suis pas à la hauteur? » Marcus tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Sa poigne était forte et ferme. « Tu crois que je n'étais pas terrifié quand Dutch m'a invité à devenir prospect? Tu crois que je ne restais pas éveillé la nuit, à me demander si j'allais tout gâcher? Tu crois que les premiers enfants que j'ai essayé d'aider ne m'ont pas fait mourir de peur? Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je savais juste ce que tu avais fait pour moi, alors j'ai essayé de faire la même chose. » Il soutint son regard. « Tu m'as dit autre chose cette nuit-là, alors que j'étais assis ici, convaincu que je ne valais rien. Tu m'as dit, demain, tu te réveilleras et tu choisiras, rester brisé ou commencer à reconstruire. Je ne peux pas faire ce choix à ta place. Tu te souviens? » Diane acquiesça. Elle s'en souvenait. « Je te demande de choisir, Diane. Tu peux rester ici. Tu peux continuer à diriger cette boulangerie. Une vie tranquille. Il n'y a aucune honte à cela. C'est un endroit où tu peux construire quelque chose qui te survivra, quelque chose qui sauvera des enfants qui sont assis dans des débats en ce moment même, se demandant s'ils comptent. Je ne peux pas faire ce choix à ta place. Mais je peux te dire que tu en es capable. Tu es exactement celle dont ces enfants ont besoin. Tu as fait ce travail toute ta vie sans le savoir. » Avant que Diane n'ait le temps de répondre, la porte de la boulangerie s'ouvrit brusquement. Une femme se fraya un chemin à travers la foule de motards, le regard haggard, inquiète et confus. Jenny Morris, 43 ans, enseignante à l'école primaire Millbrook, vivait toujours à 20 minutes de la ville avec son mari et ses 2 adolescents. 10 minutes plus tôt, Mme Patterson l'avait appelée, essoufflée et dramatique, pour lui dire que les Hells Angels encerclaient la boulangerie et que Diane pleurait. Jenny avait quitté l'école en plein cours, avait conduit comme une folle et s'attendait au pire. « Que se passe-t-il? Tu vas bien? Ils t'ont fait du mal? » Jenny s'arrêta lorsqu'elle vit le visage de sa mère. Elle n'était ni blessée ni effrayée, juste bouleversée. Oui, elle pleurait, mais elle n'avait pas peur. Des larmes, et l'homme assis en face d'elle, il n'avait rien de menaçant. Il regardait Diane comme si elle était quelque chose de précieux. L'instinct protecteur de Jenny s'est réveillé. « Quoi qu'il en soit, qu'avez-vous fait à ma mère? » Marcus s'est levé lentement et a levé les mains en signe de paix. « Votre mère m'a sauvé la vie il y a 21 ans. Nous sommes ici pour la remercier. C'est tout. Nous voulons juste lui dire merci. » Diane retrouva sa voix. « Jenny, chérie, tout va bien. Voici Marcus. C'est le garçon dont je t'ai parlé, celui qui est resté dans la réserve en 2003. » Le visage de Jenny changea. Choc. Reconnaissance. Elle avait entendu cette histoire. Sa mère lui avait parlé de cet enfant sans abri pendant des années. Elle se demandait s'il allait bien. Elle priait pour qu'il ait trouvé sa voie. « Celui qui a laissé le mot ?» demanda-t-elle. Diane acquiesça. Jenny regarda Marcus d'un œil nouveau. Elle vit au-delà du cuir, des tatouages et des cicatrices. Elle vit le garçon que sa mère avait aidé. « Ma mère m'a parlé de vous pendant des années. Je me demandais si vous alliez bien. Je suis contente que ce soit le cas. » Marcus sourit. Il allait plus que bien grâce à elle. Jenny s'approcha de la table et regarda les papiers qui y étaient étalés. L'acte de propriété, les états financiers et les photos de l'immeuble de Pittsburgh. Elle lut rapidement. Son esprit de professeur traitait rapidement les informations. Elle écarquilla les yeux. « Maman, est-ce que c'est vrai? »
Diane acquiesça. Elle était incapable de parler. Jenny regarda Marcus. Tu veux qu'elle s'en occupe? Il acquiesça. Elle est la seule à pouvoir le faire. Jenny s'assit à côté de sa mère et lui prit la main. Tu te souviens de cet hiver 2003 quand il est resté ici? Diane acquiesça. Jenny poursuivit. Tu te noyais, maman. Après la mort de papa, tu fonctionnais à peine. Tu faisais juste semblant de vivre. J'étais à l'école, mais je t'appelais tous les soirs et je pouvais l'entendre dans ta voix. Tu abandonnais. Puis tu as aidé cet enfant et quelque chose a changé. Tu es revenu à la vie. Tu avais à nouveau un but. Il t'a sauvé aussi, maman. Tu ne l'as jamais dit, mais je pouvais le voir. Les larmes de Diane coulaient plus fort. Jenny avait raison. Elle mourait à petit feu et Marcus lui avait donné une raison de vivre et lui avait rappelé que la gentillesse et elle-même comptaient encore. Jenny prit l'acte et l'étudia. Elle regarda sa mère. Papa aurait voulu que tu le fasses. Diane secoua la tête. Comment le sais-tu? Jenny sourit à travers ses larmes. Parce qu'il t'a appris à voir les gens, à les apprécier et à les aider. Aujourd'hui, 97 moteurs sont venus ici depuis 8 États pour prouver que tu l'as fait, que cela a fonctionné et que cela a changé des vies. Papa serait tellement fier. Maman, fais-le. Fais-le pour lui. Fais-le pour Marcus. Fais-le pour tous les enfants qui ont besoin que quelqu'un les voie. Diane se leva lentement. Tout son corps était lourd, comme si elle se déplaçait dans l'eau. Elle regarda autour d'elle les murs de la boulangerie que Tom avait peint, les vitrines qu'il avait construites de ses propres mains et la photo de lui derrière la caisse. Toujours jeune, toujours souriant. Elle regarda le mixeur KitchenAid qu'il lui avait offert pour leur 20e anniversaire. Il fonctionnait toujours, mélangeant encore la pâte chaque matin. Elle regarda la vitrine des brioches à la cannelle et la recette de sa mère. Cette recette avait sauvé la vie de Marcus sans qu'elle le sache. Elle regarda Marcus, le leader fort, marqué par les cicatrices, mais vivant qu'il était devenu. Quelqu'un qui avait pris les morceaux brisés de sa vie et avait construit quelque chose de magnifique. Elle regarda les 96 autres hommes debout dans sa boulangerie. Des Hells Angels, des hors-la-loi, des hommes que le monde jugeait, rejetait et craignait. Chacun d'entre eux était venu la remercier, honorer sa gentillesse et montrer que des personnes brisées pouvaient créer des choses magnifiques. Elle regarda sa fille, Jenny, sa fierté et son avenir. Elle regarda Sarah tenant le bébé Diane et les documents sur la table, promettant un bâtiment et un programme pour aider 400 enfants supplémentaires. La philosophie de Tom résonnait dans son esprit. Nourris d'abord, pose les questions ensuite. On ne sait jamais quelle vie on sauve. Elle pensa à Marcus, qui avait 17 ans. Il était convaincu qu'il ne valait rien et était prêt à mourir. Une conversation de 17 minutes lui avait donné une base sur laquelle s'appuyer. Elle pensa aux 400 enfants qu'elle avait déjà aidés, ceux qui s'épanouissaient aujourd'hui parce que Marcus avait transmis ce qu'elle lui avait enseigné. Elle pensa à tous les futurs enfants qui dormaient encore dans des débarras et faisaient la queue devant les boulangeries à 5h30 du matin, les yeux cernés et l'estomac vide, qui croyaient encore qu'ils ne comptaient pas. « Marcus, dit-elle d'une voix plus forte et plus claire. Il la regarda, attendant. « Cette nuit-là, je t'ai dit que tu comptais. M'as-tu cru? » Il y réfléchit honnêtement. « Pas au début. Non, je voulais y croire. Je voulais tellement y croire, mais on m'avait répété le contraire pendant tant d'années. On me traitait comme un déchet, alors je n'y ai pas cru tout de suite. Mais vouloir y croire suffisait. Cela m'a maintenu en vie. Cela m'a poussé à continuer d'essayer. Et finalement, j'y ai cru parce que tu n'as cessé de me montrer que c'était vrai. » Diane acquiesça d'un signe de tête. « Alors je ferai de même. Je ne crois pas encore en être capable. Je ne crois pas être capable de diriger un programme aussi important. Mais je le veux. Je veux croire que je peux y arriver. Peut-être que cela suffit. Peut-être que le vouloir est la première étape. » La boulangerie retint son souffle. « Je dirigerai votre centre, dit Diane. » Ces mots lui semblaient énormes, terrifiants. « D'accord, à une condition, sourit Marcus. « Tout ce que vous voulez, répondit-elle. Elle désigna les papiers. Nous avons donné à notre premier programme de formation professionnelle le nom de mon mari. Il s'appelle le programme de mécanique Tom Moore. Il croyait aux secondes chances. Il a eu une seconde chance dans la vie. Son nom doit y figurer. Les yeux de Marcus se sont mis à briller. D'accord, tout à fait d'accord. Diane s'est tournée vers Jenny.
La cuisine d'apprentissage de la boulangerie au rez-de-chaussée portera le nom de ma fille, le programme culinaire Jenny Morris. Le programme culinaire Jenny Morris, elle est enseignante, elle sait voir le potentiel des enfants. Son nom devrait aussi y figurer. Jenny a eu le souffle coupé, s'est mise à pleurer et a jeté ses bras autour de sa mère. Diane l'a serré dans ses bras, puis a regardé Marcus. Les brioches à la cannelle seront toujours à ma charge. Chaque enfant qui franchit ses portes recevra une brioche à la cannelle fraîche et chaude avec un glaçage supplémentaire. Tout a commencé lorsque tu as mangé une brioche à la cannelle et cru, ne serait-ce qu'une minute, que quelqu'un se souciait de ta vie ou de ta mort. Marcus franchit la distance qui les séparait et serra Diane dans ses bras, fort et reconnaissant. 21 ans de gratitude condensés en une seule étreinte. La boulangerie explosa. 97 voix acclamèrent, sifflèrent et applaudirent. Le bruit était assourdissant et joyeux. Diane riait et pleurait en même temps. Marcus la serra dans ses bras. Puis Jenny se joignit à l'étreinte. Puis Sarah arriva avec le bébé Diane. Puis Dutch. Puis Tommy. D'autres suivirent jusqu'à ce qu'ils ne forment plus qu'une masse de corps, de cuir, de larmes et de rires. Les personnes brisées ont été réparées. Les personnes perdues ont été retrouvées. Une famille s'est construite à partir de rien. Tout le monde mange. Diane a crié quand ils l'ont enfin lâché. C'est la règle dans ma boulangerie. Tout le monde mange. Elle est allée derrière le comptoir et a commencé à sortir des brioches à la cannelle et à les mettre sur des plateaux. Les moteurs ont aidé en les distribuant. Le café était prêt et les pâtisseries ont été distribuées. Quelqu'un a ouvert la porte de la boulangerie et la fête s'est répandue sur le trottoir. Les habitants qui observaient nerveusement de l'autre côté de la rue se sont approchés avec prudence. Madame Patterson, qui ne rate jamais un drame, est arrivée la première, suivie de M. Henderson et d'autres. Ils étaient curieux, inquiets et perplexes. Mais les moteurs n'étaient pas menaçants. Ils riaient, mangeaient des brioches à la cannelle et parlaient de programmes, d'espoir et d'enfants qui avaient besoin d'aide. Les enfants de la ville, plus courageux que leurs parents, s'approchèrent. Un petit garçon, âgé d'environ 6 ans, désigna une moto. « Je peux m'asseoir dessus? » Le motard, un homme imposant avec une barbe qui lui arrivait à la poitrine, sourit. « Bien sûr, petit, laisse-moi te soulever. » Bientôt, les enfants étaient sur les motos et les parents prenaient des photos. La peur s'est transformée en curiosité, qui s'est ensuite transformée en célébration. Marcus a étalé des plans sur une table de boulangerie. Diane s'est penchée dessus et a posé des questions. Où les enfants dormiront-ils? Combien y aura-t-il de personnel? Qu'en est-il de la sécurité? Dutch proposa de diriger le projet. En tant qu'ancien militaire, il savait comment assurer la sécurité des enfants sans qu'ils se sentent emprisonnés. Jesse proposa de coordonner le programme de mentorat. Il avait des contacts dans 15 sections. Tommy proposa d'enseigner la mécanique. Il avait été dans la même situation que ses enfants. Il savait ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Quelqu'un a apporté un gilet en cuir. C'était un vêtement de soutien des Hells Angels fait sur mesure. Ce n'était pas un écusson, car Diane n'était pas membre, mais c'était une marque de respect. Brodé en belles lettres au dos, Diane Morris, Where It Started. Elle l'a enfilé par-dessus son tablier fleuri. La juxtaposition était parfaite. Boulangère et motarde, douce et féroce, la gentillesse enveloppée de cuir. Quelqu'un a pris une photo. Sur celle-ci, Diane se tenait entre Marcus et Dutch. Elle tenait un roulé à la cannelle dans une main et un café dans l'autre. Elle portait son gilet honorifique et le plus grand sourire qu'elle ait affiché depuis la mort de Tom. La fête a duré 3 heures. Des histoires ont été partagées, des projets ont été faits et des promesses ont été données. Au moment où le soleil commençait à se coucher, Diane était épuisée et submergée par l'émotion, mais plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis 21 ans. Les moteurs se préparèrent à partir. 97 moteurs rugirent à l'unisson. Le grondement fit trembler les fenêtres, mais cette fois, la ville n'en eut pas peur. Les habitants leur firent un signe de la main. Les moteurs leur rendirent leur salut. Marcus fut le dernier à partir. Il serra Diane dans ses bras une dernière fois. « On se voit à Pittsburgh la semaine prochaine. On a du travail à faire. » Elle acquiesça. « J'apporterai des brioches à la cannelle. » Il rit. « Je sais que tu le feras. 6 mois plus tard,
Le Diane Morris Second Wind Center ouvrait ses portes dans le centre-ville de Pittsburgh. Le bâtiment était magnifique. Il avait une façade en briques restaurée, 3 étages de possibilités. 200 personnes assistèrent à l'inauguration. Les politiciens locaux prononcèrent des discours sur les secondes chances et le soutien communautaire. Les chefs d'entreprise s'engagèrent à faire des dons. Les défenseurs du placement familial louèrent ce modèle. Au centre de tout cela se trouvait Diane Morris, une femme de 65 ans vêtue de son gilet honorifique et entourée du premier groupe de 8 enfants qui avaient emménagé dans des logements de transition la semaine précédente. Le programme de mécanique Tom Morris fut lancé avec 12 étudiants inscrits. Dutch le dirigeait avec une précision militaire tempérée par une véritable attention. Les enfants apprirent à réparer des moteurs, à souder des châssis et à construire des objets de leurs mains. Ils ont appris qu'ils étaient capables. Le programme culinaire de Jenny Moore a démarré avec 10 élèves. Ils ont appris à faire du pain et des brioches à la cannelle et à cuisiner des repas qui nourrissaient le corps et l'âme. Chaque matin avant le début des cours, Diane arrivait avec des brioches à la cannelle fraîche, chaudes, glacées et dégoulinantes. C'était la même recette qui avait sauvé Marcus 21 ans auparavant. Un an plus tard, 34 enfants avaient suivi le programme. 28 avaient trouvé un logement stable et 2 étaient allés à l'université, ce qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. 2 avaient lancé leur propre petite entreprise qui était en pleine croissance. Marcus se tenait aux côtés de Jan lors de la collecte de fonds annuelle. Les sections des Hells Angels de 15 États y ont participé. Ils ont récolté 340 000 $ en une nuit, soit suffisamment pour financer les opérations pendant une année supplémentaire et commencer à planifier l'ouverture d'un deuxième site. 2 ans plus tard, le deuxième site a ouvert ses portes à Philadelphie. Un troisième site était prévu à Baltimore. Diane avait désormais 66 ans. Elle est passée à temps partiel et a formé 6 membres du personnel pour gérer les opérations quotidiennes, mais elle continuait à se présenter tous les matins. Elle apportait toujours des brioches à la cannelle. Elle s'asseyait toujours avec les enfants qui ne croyaient pas en leur valeur et leur disait la même chose. Elle disait à Marcus, « Tu mérites d'être sauvé. » Certaines traditions ne changent pas. Les réussites se sont multipliées. Une jeune fille qui est arrivée à 18 ans, sans domicile et toxicomane, est aujourd'hui étudiante en soins infirmiers, sobre, stable et épanouie. Un garçon qui a quitté le système d'aide sociale à l'enfance sans rien est aujourd'hui instructeur en soudure et enseigne à d'autres jeunes les compétences qui l'ont sauvé. Un jeune transgenre rejeté par sa famille est aujourd'hui graphiste, possède son propre appartement et voit sa liste de clients s'allonger. Un ancien toxicomane sobre depuis 3 ans travaillait comme conseiller auprès de ses pairs, aidant les nouveaux arrivants à traverser les mêmes épreuves qu'il avait lui-même surmontées. Marcus a accordé une interview à un journaliste local qui réalisait un reportage sur la fondation dans son magasin de motos personnalisé. Les gens me demandent pourquoi les motards font du bénévolat. Pourquoi nous en soucions-nous? Ils regardent nos blousons en cuir et nos écussons et pensent que nous sommes des criminels. Voici la réponse, c'est la suivante. Parce que quelqu'un s'est soucié de nous. Quelqu'un a vu au-delà des apparences, au-delà des erreurs et au-delà des aspérités. Il a vu des êtres humains qui méritaient d'être sauvés. Aujourd'hui, nous faisons la même chose. Il a brandi un roulé à la cannelle. Diane lui en apportait une boîte chaque semaine. Ce n'est pas seulement une pâtisserie, c'est un symbole. Cela signifie que quelqu'un pense que vous méritez d'être nourri, sauvé et que l'on investisse en vous. Une fois que vous avez compris cela à propos de vous-même, vous passez le reste de votre vie à aider les autres à le comprendre à propos d'eux-mêmes. La Fondation a continué à se développer. D'autres sections ont rejoint le mouvement. Davantage d'enfants ont été aidés. Davantage de vies ont été changées. Les ondulations se sont propagées de plus en plus loin. Elles ont touché des personnes que Diane n'aurait jamais rencontrées. Elles ont résolu des problèmes dont elle n'aurait jamais été témoin. Elles ont construit des avenirs qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Tout a commencé un matin de 2003, lorsqu'une veuve a décidé d'ouvrir sa porte. Tout cela parce qu'un roulé à la cannelle était un acte de gentillesse. Parce que briser ne signifie pas forcément fini. 3 ans après l'ouverture du centre, Diane est retournée à Millbrook pour un week-end. Elle avait vendu la boulangerie à un jeune couple de Harrisburg, mais elle était toujours propriétaire du bâtiment. Elle venait encore y faire un tour de temps en temps et sentait toujours la présence de Tom entre ses murs.
Elle s'est garée sur Main Street et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Les nouveaux propriétaires avaient conservé le nom Diane's Bakery et tout le reste, les rideaux à carreaux rouges et blancs, les photos de Tom et la recette des brioches à la cannelle. Elle avait l'impression de rentrer chez elle. Elle a parcouru lentement l'espace, touchant le comptoir que Tom avait construit et regardant les vitrines. Elle a senti l'odeur de la levure, du sucre et du café qui avaient tant marqué sa vie. Puis, elle se dirigea vers l'arrière, vers la réserve. Ce n'était plus qu'une simple réserve. Elle était remplie de boîtes de fournitures, de farine supplémentaire et d'articles en papier. Mais, debout dans l'embrasure de la porte, elle se souvint d'un garçon de 17 ans, avec un œil au beurre noir et l'estomac vide, un radiateur et un sac de couchage. Une conversation de 17 minutes qui a tout changé. Je n'avais pas l'intention de changer des vies, pensa-t-elle. Je voulais juste passer la journée, honorer la mémoire de Tom et ne pas me noyer dans le chagrin. Elle toucha le cadre de la porte, le même cadre de porte contre lequel Marcus s'était appuyé ce premier matin, tremblant de froid, de faim et de peur. Mais voici ce que j'ai appris. C'est le but qui vous trouve. Lorsque vous choisissez la gentillesse, même lorsque vous êtes brisé, vous commencez à construire quelque chose de plus grand que votre douleur. Vous créez des ondulations qui se propagent plus loin que vous ne le saurez jamais. Elle sortit de son sac à main une lettre encadrée. Marcus l'avait écrite pour le jour de l'ouverture du centre. Elle l'avait conservée et l'avait apportée avec elle aujourd'hui. Elle l'a relue. Elle se tenait dans la réserve où tout avait commencé. Chère Diane, tu m'as dit que j'avais de l'importance alors que je croyais que je n'étais rien. Tu m'as nourri quand j'avais faim. Tu m'as donné un abri quand j'avais froid. Mais surtout, tu m'as donné un but à atteindre. Tu m'as montré qu'être brisé ne signifie pas être sans valeur et que le point de départ ne détermine pas l'arrivée. Tu m'as montré qu'une seule personne qui choisit de te voir peut tout changer. Je ne suis pas spécial. Je ne suis qu'une personne parmi des millions qui avaient besoin que quelqu'un croie en eux. Tu as été cette personne pour moi. Maintenant, c'est à mon tour d'être cette personne pour les autres. Ce n'est pas mon héritage. C'est le tien. Diane plia la lettre, la remit dans son sac à main et toucha une dernière fois le cadre de la porte. Je n'ai pas sauvé Marcus. Elle pensait qu'il s'était sauvé lui-même. Je lui ai simplement rappelé qu'il méritait d'être sauvé. Elle sourit. Le poids qu'elle avait porté pendant si longtemps lui semblait désormais plus léger. Son chagrin, sa solitude et ses doutes lui semblaient désormais plus légers. Ils n'avaient pas disparu. Loin de là, mais ils étaient désormais gérables, transformés en quelque chose d'autre, quelque chose d'utile. Tourner la page, rappeler aux gens qu'ils comptent est la tâche la plus importante qui soit. Elle sortit de la réserve et de la boulangerie pour retrouver le soleil de Pennsylvanie, prête à affronter tout ce qui l'attendait. L'écran se divise. Deux images apparaissent côte à côte. À gauche, 2003. Le jeune Marcus, 19 ans, est assis dans la réserve et mange un roulé à la cannelle. Son visage est encore meurtri. Ses yeux sont toujours hantés, mais il y a maintenant quelque chose de nouveau. Une lueur, un espoir si fragile qu'il pourrait s'éteindre comme une bougie. Il tient la carte de visite de Diane. Il lit l'adresse sur sa carte de visite et la mémorise, se faisant une promesse. Un jour, je reviendrai. Un jour, je serai quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Le radiateur rayonne d'une lumière orange à côté de lui. Le sac de couchage est déroulé. Dehors, il fait 12 degrés Celsius. Pour la première fois depuis des mois, il a chaud à l'intérieur. Dans le présent, à droite, se trouve le Diane Morris Second Wind Center. Marcus, aujourd'hui âgé de 40 ans, se tient dans la salle commune. Un adolescent de 17 ans est assis en face de lui. Il a les yeux noirs, la lèvre fendue et semble effrayé et affamé. Il porte des vêtements qui ne lui vont pas. Il serre contre lui un sac à dos qui contient tout ce qu'il possède. Marcus lui tend un roulé à la cannelle. Il est chaud et frais, avec un glaçage qui coule, tout comme celui que Diane lui avait donné. « Tu comptes, mon garçon, » dit Marcus, reprenant les mots de Diane. Les mêmes mots que Diane. Le même ton, doux mais ferme. Je le crois. Absolument. N'oublie pas ça. Je sais que tu n'y crois pas encore. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'y croire aujourd'hui. Mais n'abandonne pas avant d'avoir eu ta chance. Le garçon prend une bouchée. Son visage change. C'est à ce moment précis que quelque chose change. L'espoir renaît. Derrière eux, la salle commune est remplie de 15 autres enfants,
tous en train de manger des brioches à la cannelle et de les regarder. Ils se souviennent de leur premier jour quand eux non plus n'y croyaient pas. Quelqu'un leur a dit qu'ils comptaient et ils voulaient tellement y croire, mais ils n'ont pas pu avant d'être prêts. La caméra recule lentement pour montrer l'ensemble de la pièce. On peut voir les panneaux indiquant le programme de mécanique Tom Morris et le programme culinaire Jenny Morris. Les photos sur le mur sont celles d'enfants qui ont obtenu leur diplôme et qui s'épanouissent aujourd'hui. Les écussons des Hells Angels sont affichés avec honneur. Il y a aussi la note que Marcus a laissée à Diane en 2003. En 2003, Diane Morris a nourri un garçon sans abri. Ce garçon a grandi et en a nourri 400 autres. Ces 400 en nourriront des milliers. Parce que la gentillesse ne s'arrête pas là. Elle se multiplie. Elle se propage à travers le temps, touchant des vies que vous ne rencontrerez jamais. Elle résout des problèmes que vous ne verrez jamais. Elle construit des avenirs que vous n'imaginez même pas. Tout a commencé avec une femme qui a choisi de voir de la valeur dans rien. Tout cela parce que 97 moteurs ont choisi de dire merci. Tout cela parce qu'un roulé à la cannelle est devenu un symbole d'espoir. L'image se fige sur le visage du nouveau venu. Le moment où l'espoir s'inscrit, fondu au noir. Texte. Depuis 2022, le Diane Morris Second Wind Center a aidé plus de 600 jeunes. Il est présent à Pittsburgh, Philadelphie et Baltimore. 97 sections des Hells Angels dans 15 États soutiennent le programme. Ils recherchent toujours les personnes qui leur ont donné des brioches à la cannelle. Voici la vérité. Diane Morris n'est pas extraordinaire. Elle est spéciale parce qu'elle est ordinaire. Elle est spéciale parce qu'elle est ordinaire. C'est une boulangère d'une petite ville qui a choisi la gentillesse alors qu'il aurait été plus facile de détourner le regard. Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas de pouvoir. Elle n'avait pas de ressources. Mais elle avait des œufs et du pain dans un cellier équipé d'un radiateur et elle a choisi de les partager. C'est tout. C'est toute l'histoire. Il s'agit d'une personne qui a choisi de voir une autre personne et qui a décidé qu'elle valait la peine qu'on fasse un effort. Si vous pensez que les gens méritent une seconde chance, abonnez-vous à cette chaîne. Car chaque vue sur cette chaîne soutient des histoires qui remettent en question les stéréotypes sur les motards, les personnes brisées et celles qui méritent d'être aidées. Le monde veut vous faire croire que certaines personnes sont jetables, que les erreurs vous définissent pour toujours, que briser signifie fini. Cette histoire prouve qu'ils ont tort. Abonnez-vous si vous refusez d'accepter ce mensonge. Commentez, les secondes chances comptent. Avez-vous déjà été écarté et prouvé que les gens avaient tort? Avez-vous déjà aidé quelqu'un que tout le monde avait abandonné? Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Construisons une communauté de personnes qui refusent de rejeter les autres et qui comprennent que votre point de départ ne détermine pas votre point d'arrivée. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Partagez-la avec quelqu'un qui est en difficulté ou qui pense qu'il n'a pas d'importance. Vous l'avez entendu de ma bouche. Vous l'avez entendu de ma bouche. Peut-être que la personne avec qui vous le partagez a besoin de l'entendre à son tour. Ceci s'adresse à tous ceux qui ont déjà regardé un enfant sans abri et ont traversé la rue, à tous ceux qui ont déjà supposé que les motards n'étaient que des criminels. Cette histoire prouve que vous avez tort si vous avez déjà décidé que quelqu'un ne méritait pas d'être sauvé. Ne les laissez pas continuer à répandre ce mensonge. Abonnez-vous si vous vous opposez à cela. Voici Heart of a Biker, où nous racontons des histoires que personne d'autre ne raconte. Des histoires sur la gentillesse à laquelle le monde ne s'attend pas, sur les personnes que le monde rejette. Nous racontons des histoires sur les secondes chances qui changent tout. À la prochaine fois, restez gentils, restez bruyants, restez sur deux roues.